Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs d'Altistoria et bienvenue dans une nouvelle émission dédiée à l'histoire locale du département de la Haute-Loire. Aujourd'hui, nous partons en baignade, oui, nous partons dans le monde de l'eau, de la ressource en eau en Haute-Loire, ses mécanismes, ses enjeux. Pour discuter de ce sujet qui est plutôt un sujet d'actualité d'ailleurs, nous avons avec nous Timothée Lost. Bonjour Timothée. Bonjour. Timothée, vous êtes originaire de Haute-Loire et passionné de géologie. Vous êtes membre du groupe géologique de la Haute-Loire depuis 2014. Vous avez beaucoup étudié les massifs du Mégale et du Mézin, ce qui a donné lieu à plusieurs publications de comptes rendus, de sorties géologiques dans le bulletin annuel de l'association Le Zircon. Après un bac scientifique, vous avez étudié les sciences de la Terre à l'université de Clermont-Auvergne pour approfondir vos recherches sur les volcans du Velay au contact de certains enseignants-chercheurs. Vous avez fait également plusieurs stages de recherche au laboratoire Magma et Volcan, axés sur les thématiques de l'origine de l'eau sur Terre et ses diverses formes de stockage au sein de la Terre. Passionné de sciences sociales au sens large, en 2021, vous avez effectué un master de recherche en histoire des sciences à l'EHESS au sein du centre Alexandre Coiré. Vous soutenez votre mémoire en juin 2023, intitulée « Ce que le terrain fait à la science », enquête sur la persistance d'une supercherie scientifique à l'aune des concepts de savoir résidentiel et cosmopolite, le cas de l'homme fossile de l'Adonis, où vous analysez la persistance dans le temps long d'une supercherie scientifique. La ressource en eau en Haute-Loire, mécanismes et enjeux, c'est du moins qu'on puisse dire un thème actuel avec les dernières sécheresses de ces dernières années, quoique nous avons eu une année 2024 assez pluvieuse, on pourra en reparler après. Fait-il bon d'avoir soif en Haute-Loire ? Eh bien, je répondrai tout simplement par ça dépend où est-ce qu'on se situe en Haute-Loire. À l'échelle de la France, on entend souvent dire que le Massif central est le château d'eau du pays. On a notamment la Loire qui prend sa source et puis bien d'autres cours d'eau qui prennent leur source à partir du Massif central, qui a cette position centrale dans le pays. Et puis on voit qu'avec certains épisodes de sécheresse, on a des problèmes d'approvisionnement en eau. Mais si on regarde du côté de quand même la quantité d'eau dont on dispose et aussi la qualité de cette eau, on va se rendre compte que par rapport à d'autres endroits sur le territoire national, l'eau de la Haute-Loire n'est quand même pas si mauvaise. On a entre autres une agriculture qui n'est pas aussi intensive qu'elle l'est dans d'autres régions du pays. Donc de manière générale, et notamment aussi avec la géologie dont on dispose, on a une eau qui reste quand même assez disponible et d'une qualité, on va dire, convenable. Le réseau hydrographique altiligérien, est-ce qu'il a influencé des limitations administratives du département et de ses communes? Je dis ça parce que parfois les frontières sont définies par des cours d'eau. Disons que ce qui va définir les frontières, bien entendu, c'est le relief. Et la topographie, forcément, conditionne l'écoulement des eaux. Donc on va parler de l'hydrographie, c'est-à-dire l'écoulement des eaux en surface. Donc ça, c'est ce qui est le plus évident pour nous. C'est-à-dire qu'on se balade, on voit une rivière, elle est difficile à franchir, il faut construire un pont. Donc c'est une limite. Tout de la même manière qu'un relief est une limite. On voit bien que les cols sont connus pour ça, pour être des endroits où le passage est difficile. Et forcément, la topographie, l'hydrographie crée des reliefs. Et pour ce qui est de la Haute-Loire, on a bien entendu toujours ces deux grands axes qui sont l'axe allié, l'axe Loire, qui sont conditionnés par la tectonique. On a des failles, des fissures qui vont dans les deux sens, qui sont héritées de la tectonique variste. Mais bien entendu, d'une manière générale, les cours d'eau, si on regarde la carte des cours d'eau, on ne verra pas apparaître les limites de la Haute-Loire, mais souvent on a utilisé ces frontières-là pour délimiter des communes, des cantons, certaines limites du département, mais de manière générale, ces limites administratives ont été fixées à la Révolution et la géologie, la topographie les ignore d'une certaine manière, même si on a des grands axes qui sont conditionnés par ce relief. De sa formation jusqu'à la source, puis jusqu'au robinet altiligérien, quel est le parcours de notre eau ?
Alors, là aussi, ça dépend où est-ce que l'on se situe, parce qu'on peut avoir des eaux qui viennent directement des nappes alluviales, des rivières, ou alors des eaux qui vont venir de sources qui sont situées dans des massifs rocheux. Il faut bien s'imaginer que voilà, on parle des rivières, on parle d'hydrographie, mais on a l'hydrogéologie, et l'hydrogéologie s'intéresse aux écoulements d'eau souterrains. Donc, quand on parle d'écoulement d'eau souterrain, il ne faut pas s'imaginer des rivières souterraines comme on peut voir dans des formations karstiques. Donc, dans les pays calcaires, on a souvent voilà, ces cavités souterraines où on va faire de la spéléologie. On n'a pas du tout ça en Haute-Loire, donc il ne faut pas s'imaginer des immenses rivières souterraines. Il ne faut pas s'imaginer non plus que l'eau vient des Alpes. Il faut tout d'abord se dire qu'on va partir des nuages, du ciel, et que avant tout, l'eau que l'on boit au départ était dans les nuages. Donc cette eau provient des précipitations. Donc bien entendu, la disponibilité en eau va dépendre des quantités de précipitations qu'on a sur le territoire. Hein. Il y a des endroits où il pleut davantage, des endroits où il pleut moins, et forcément les sources seront plus ou moins alimentées. Donc l'eau qui tombe du ciel, lorsqu'elle arrive au sol, elle a, disons, deux comportements. Soit elle ruisselle, donc elle va alimenter les cours d'eau, soit elle s'infiltre. Et bien entendu, le fait que l'infiltration est conditionnée par la nature même du sous-sol. En fonction de la roche qu'on va avoir dans le sous-sol, l'eau pénétrera plus ou moins bien et donc alimentera plus ou moins bien le sous-sol. Et c'est là où la géologie, on a l'hydro, donc l'eau qui arrive, bien entendu est importante. Les précipitations ne sont pas les mêmes en fonction du climat local, mais l'infiltration se fait différemment en fonction de la nature du sous-sol. Et puis bien entendu, l'eau, une fois infiltrée dans le sous-sol, va circuler, et elle va circuler plus ou moins longtemps. C'est-à-dire que vous avez des endroits où, après la pluie, on a l'arrivée au niveau de la zone de captage qui se fait en quelques heures ou en quelques jours, donc l'eau s'infiltre rapidement. Et puis on a des endroits où l'eau va rester dans le sous-sol et circuler dans le sous-sol longtemps, et c'est le cas par exemple dans le massif du Devès, où l'eau qui rentre actuellement dans le massif du Devès sortira dans les sources périphériques dans 35 ans. Donc l'eau peut circuler plusieurs décennies et peut rester à l'état d'écoulement souterrain pendant plusieurs décennies. Les infrastructures altiligériennes des AEP, alimentation en eau potable, ont été créées quand, de quelle façon et par qui sont-elles gérées ? Alors, voilà, on parlait de notre eau qui s'est infiltrée, qui circule dans le sous-sol, et bien entendu, cette eau, il y a un moment où on va la capter. On la capte au niveau de ce qu'on appelle une émergence, donc un endroit forcément où l'eau sort, et puis on va l'acheminer vers des centralisateurs ou des réservoirs d'eau, et puis ensuite la distribuer. Donc ce sont des compétences bien différentes, et il faut bien s'imaginer que les acteurs de l'eau sont divers et variés. Alors on a les acteurs de l'eau qui vont s'occuper de la production, donc qui vont gérer les captages. On a les acteurs qui vont ensuite s'occuper du transfert et de la distribution de l'eau. Donc ces compétences sont divisées, sont réparties de manière différente selon les endroits. Et puis on va décider de tout ça à l'échelle soit communale, c'est souvent le cas le plus fréquent. Hein. En Haute-Loire, on a 84 unités de gestion à l'échelle communale de cette eau. Ensuite, on a des syndicats intercommunaux, donc des communes qui se rassemblent entre elles sous la forme de syndicats. On en a 18 en Haute-Loire. Et puis ensuite, on a les Comcom, communautés de communes ou comme d'agglo, qui vont avoir un service de l'eau et qui va s'occuper bien entendu de ressources importantes, hein, puisque bien entendu, forcément, si on a une com d'agglo ou une Comcom, c'est qu'on a une population qui est importante et donc des besoins en eau importants. Et donc on va décider tous ensemble, à plusieurs, de la ressource en eau. Alors pour donner quelques chiffres et avoir une idée, on a à peu près 642 ressources en Haute-Loire, 780 réservoirs d'eau, 200 stations de pompage ou surpresseurs, parce que bien entendu, il faut s'imaginer que l'eau, il faut l'acheminer, donc soit gravitairement, ou alors dans des cas plus difficiles avec des stations de pompage. Et puis on a une dizaine de stations de traitement des eaux et à peu près 7700 km de réseau. Est-ce qu'on peut dire que ce bâtiment fait partie du patrimoine local ? Alors forcément, on peut répondre oui. Ce qui ferait davantage partie du patrimoine local, c'est la question historique de l'eau, de la gestion de l'eau, puisque bien entendu,
L'eau conditionne l'installation des populations, puisque le besoin en eau est essentiel. Donc on a par exemple les moulins qui font partie de ce patrimoine local, on peut avoir les anciens lavoirs, on peut avoir ce qu'on appelle les bachas, hein, donc ces sources qui sont directement captées avec un abreuvoir, hein, et essentiellement à l'époque c'était pour désaltérer les bêtes, et donc on avait une importance de l'eau à l'échelle locale dans cette civilisation rurale, ce monde paysan qui a quand même disparu, et bien entendu les choses ont beaucoup changé au cours du siècle dernier. Et on a eu un fort développement d'alimentation en eau potable. Et donc forcément, on aurait du mal à se dire que la canalisation d'eau qui passe sous nos pieds fait partie du patrimoine. Mais bon, elle est importante puisque c'est un enjeu aujourd'hui essentiel. Et si on parle du bâti, c'est-à-dire c'est pour nos éditeurs, hein, souvent quand on se balade en forêt, parfois on en voit, c'est des espèces de sortes de petites cabanes comme des châteaux d'eau en fait, hein, c'est ça Oui, alors on va voir soit des réservoirs ou alors ces Voilà. bâtiments, mais qui souvent paraissent inaperçus. On se balade, on passe à côté, on ne sait pas trop ce que c'est, ou on n'y prête pas plus attention que ça. Mais pourtant, ils sont là autour de et nous. pourtant, très souvent. ils sont là, ils sont essentiels. On n'y pense pas, mais ils sont essentiels. Qui donne les avis hydrographiques et met à jour les différentes sources en Haute-Loire? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par mettre à jour les différentes sources, c'est-à-dire découvrir des gisements d'eau, enfin des Oui, parce que, ressources, alors, ou gérer peut-être ce qu'il y a déjà. vous me contredirez, mais une source peut se tarir, c'est-à-dire elle peut ne plus exister. Oui. D'autres peuvent apparaître aussi. Est-ce qu'il y a un listing qui est tenu de ces sources? Et si oui, qui le tient à jour? Alors voilà, je disais, les acteurs de l'eau donc, sont très variés, mais disons que du point de vue de l'hydrogéologie, ce sont les hydrogéologues agréés qui vont donner leur avis sur des questions. Et ces hydrogéologues agréés, ils sont mandatés, ils sont nommés par l'Agence régionale de santé et les services de la préfecture qui dirigent ça. Et puis on va avoir aussi d'autres acteurs de l'eau, notamment qui dépendent de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, dans notre cas, avec par exemple le SAGE Loire-Amont ou alors le SAGE Haute-Allier, qui sont donc des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Et puis on va avoir les unités de gestion dont je parlais tout à l'heure, les communes, les syndicats, ou encore la direction de l'eau et de l'assainissement pour le bassin, l'agglomération du Puy. Les hydrogéologues, il faut savoir que ce ne sont pas les hydrogéologues qui sont dans le département qui donneront les avis pour le département, ce sont des hydrogéologues des départements voisins qui donneront leur avis sur la ressource en eau. Donc en gros, les hydrogéologues de Haute-Loire ne donnent pas d'avis hydrogéologique pour la Haute-Loire, mais pour les départements voisins et inversement. Pourquoi? Bon, sûrement pour des questions d'objectivité, j'imagine, mais je m'avancerai pas, je ne sais pas exactement pourquoi. Intéressant. Les sources de Haute-Loire, est-ce qu'elles sont réparties de manière équitable sur le territoire altigérien? Eh bien évidemment, non, puisque donc, on l'a vu tout à l'heure, elles dépendent des précipitations en eau. Donc on aura des précipitations plus importantes, notamment dans les endroits où on a des reliefs importants. Donc le Mézin-Mégale est davantage arrosé, le massif du Devès est davantage arrosé, le côté Margeride, plateau de la Chaise-Dieu aussi a des précipitations plus importantes. Donc forcément une recharge des ressources en eau dessous qui est plus importante. La nature du sol, bien sûr, va jouer. Si on a des terrains qui permettent davantage d'infiltration des eaux, on aura plus de ressources en eau. Et puis on aura aussi tout ce qui est question de circulation et temps de stockage. En fonction de la nature du sous-sol, l'eau restera plus ou moins longtemps. Alors si on se focalise sur la géologie, vraiment, le côté géologie de l'hydrogéologie, on aura un rôle important des fractures. Donc toutes les régions du département où on a beaucoup de fractures vont permettre l'installation de nappes phréatiques. Et puis on va aussi avoir un rôle important des horizons qui sont, on va dire, poreux, c'est-à-dire qu'il faut stocker l'eau dans le sous-sol, donc il faut quand même qu'on ait cet espace pour stocker l'eau. Donc il faut se demander ce qui est poreux, donc qu'est-ce qui est fracturé, qu'est-ce qui est poreux, et puis qu'est-ce qui est imperméable. C'est-à-dire que l'eau s'infiltre dans le sol, mais il faut qu'à un moment donné, on ait une sorte de niveau géologique, de couche, qui arrête cette infiltration d'eau et qui permette le stockage de l'eau souterraine. Et souvent, ce qui permet l'imperméabilisation, c'est l'argile. Si on a un niveau argileux, l'eau va s'arrêter à ce niveau-là. Donc on pourrait distinguer 3 grands types de sources en fonction des contextes. On aura les sources en contexte granitique. Alors là, les sources en contexte granitique, la roche granitique s'altère en sable, si vous voulez. Et donc l'eau s'infiltre facilement dans les horizons sableux. Mais ces horizons sableux sont peu épais. Donc on a des sources où on a finalement peu d'eau.
Et puis la disponibilité est pas forcément régulière parce que ces sources comment on pourrait dire, superficielles, si vous voulez, juste dans les premiers mètres. Donc les 2-3 premiers mètres qui sont sableux, qui sont issus de la dégradation de la roche. Et donc si on a une période de sécheresse, bah forcément ces sources ne seront pas alimentées. Et donc on aura des sources qui sont sujettes à éventuellement une ressource amoindrie. Après on va avoir les sources qui sont liées aux rivières. Donc les rivières, bien sûr, charrient des galets, des sables. Et en fait, sur tout le pourtour, le long d'une rivière, on a toute une zone que l'on appelle une nappe alluviale. C'est-à-dire que vous avez l'écoulement en surface de la rivière. Mais dans le sous-sol autour, il faut s'imaginer que vous avez de l'eau. Et donc on a des ressources importantes, notamment du côté de Brioude, où on pompe l'eau directement dans la nappe alluviale de l'Allier. Et c'est pareil du côté Loire. Et puis on va avoir toutes les sources liées au volcanisme, et notamment... là, on pourra en distinguer deux. Les sources qui sont dans les empilements donc de coulées, de lave et de scories. Alors, les scories sont importantes surtout du côté du Devès, puisque ce sont des roches qui sont poreuses. On a des trous dans cette pouzzolane, et donc qui sont des horizons qui vont permettre la circulation des eaux et bien sûr le stockage des eaux. Les basaltes sont très fracturés, donc on va pouvoir infiltrer l'eau facilement. Et donc là, on aura des temps de latence plus longs et des ressources qui seront plus importantes et qui sont plus soutenues. Et on a moins de problèmes sur ce type de sources-là. On aura plus de problèmes sur les sources liées au suc, par exemple, qui sont souvent aussi des sources assez superficielles. Souvent, on voit ces grands éboulis. Ces grands éboulis, en fait, permettent une infiltration facile et une circulation facile des eaux souterraines, mais ces ressources-là sont plus superficielles. Si on voit le verre à moitié plein, quelles sont les zones en Haute-Loire qui sont très riches en sources, et si on voit le verre à moitié vide, quelles sont les zones en Haute-Loire qui sont les plus pauvres en sources? Alors, les zones les plus riches, c'est les zones où on a grosso modo des volcans. Il faut s'imaginer que la mise en place des volcans a entraîné une fracturation importante du sous-sol, et donc on peut avoir des circulations d'eau facilitées, et les formations volcaniques se prêtent bien à l'infiltration et au stockage des eaux. Donc le Puy, le Devèze, le Sud. Le Devès, on a de l'infiltration des eaux, donc on a une ressource qui est importante en contexte volcanique. Les zones où on aura moins d'eau, ce sont le cœur des massifs granitiques. Vraiment ces zones où on va dire le plateau de la Chaise-Dieu, le plateau granitique du côté de Lapte, Monistrol-sur-Loire. La Margeride, alors après c'est des zones, la Margeride typiquement du côté de Sogg, où on a on peut avoir des précipitations, mais les ressources en eau resteront superficielles parce qu'elles se trouvent dans les premiers mètres du sol, dans les arènes granitiques. Et donc on a moins de capacité de stockage et on a moins de circulation sur le long terme. Donc c'est vraiment les massifs volcaniques qui font l'importance hydrogéologique du département. Est-ce qu'on a des exemples de sources en Haute-Loire qui se sont taries? Alors oui, c'est possible, notamment typiquement en contexte granitique. Alors souvent, c'est des sources qui vont être abandonnées. Donc ces sources, on a dit, elles sont superficielles, des temps de circulation souterrain qui sont assez courts. Et donc les années sèches, on va avoir peu de recharge sur ces sources. Et effectivement, si vous avez un temps de latence qui est court, quelques heures, quelques jours, s'il pleut pas, au bout d'un moment, ce qui est dans le sous-sol, c'est cool. S'il pleut pas, on recharge pas la nappe, et donc forcément au bout d'un moment l'eau n'est plus disponible. Un autre cas qui a été très médiatisé récemment, c'est ce qui s'est passé du côté du Bouchet Saint-Nicolas. Alors là, le contexte géologique est différent, c'est-à-dire que cette commune-là est située sur une zone d'infiltration des eaux, c'est-à-dire que le massif du Devès, en fait, sur sa zone centrale, la zone axiale, est une zone d'infiltration des eaux. Et en fait, on a comme c'est un terrain volcanique riche en scories, on a beaucoup d'infiltration, et l'eau sort davantage, si vous voulez, à la périphérie de ce massif. Donc on a beaucoup de ressources en eau qui sont pérennes sur la périphérie de ce massif, mais dans la zone centrale, c'est vraiment une zone d'infiltration. Et comme c'est une zone d'infiltration, l'eau s'infiltre, mais elle n'est pas restituée sur le secteur où elle s'infiltre, elle est restituée aux marges du massif, et donc aux abords du massif du Devès, donc davantage vers Solignac-sur-Loire, Cascade de la Baume, où on a les fameuses sources du Besson-Roulon qui alimentent le bassin du Puy, et qui font partie des plus grosses sources de la Haute-Loire. Et en fait, ces eaux du Besson-Roulon, en fait, au départ, s'infiltrent sur l'arête du massif du Devès. Donc c'est des zones d'infiltration, et forcément, comme c'est des zones d'infiltration, on a peu de ressources en eau dessous. C'est-à-dire c'est vraiment l'endroit où l'eau rentre, et là où elle ressort, c'est les marges du massif. Les eaux du Roulant sur la commune de Solignac-sur-Loire, elles alimentent le bassin du Puy? Oui, tout à fait. Oui. C'est une des ressources majeures. Elles alimentent même des communes de l'autre côté, donc Saint-Étienne-l'Ardérol, le Pertuis.
L'enjeu de la qualité de l'eau en Haute-Loire, est-ce qu'il est crucial de nos jours? Quels sont les éléments qui peuvent être néfastes pour l'eau altiligérienne? Globalement, est-ce que l'eau en Haute-Loire se porte bien? Alors de manière générale, comme je le disais au tout début, on a une qualité de l'eau qui est quand même globalement bonne. On va avoir plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Le premier, c'est le facteur bactériologique. Donc, on peut avoir des contaminations de l'eau, notamment après les orages. Si on a des orages, on va remobiliser des éléments, donc que ce soit des excréments d'animaux naturels ou anthropiques. Et donc, si on a des sources superficielles, elles peuvent être rapidement contaminées par des bactéries qui sont problématiques, bien entendu, pour la santé humaine. C'est pour ça, entre autres, qu'on a des périmètres de protection, des captages, périmètres dans lesquels il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'animaux. Donc on essaie de protéger au maximum la ressource et puis bien sûr on analyse régulièrement l'eau. Les orages vont aussi poser des problèmes du point de vue de ce qu'on appelle la turbidité, donc c'est le trouble de l'eau. Si vous avez un orage, vous allez remobiliser des particules rocheuses, des minéraux, notamment des argiles, qui peuvent venir troubler l'eau localement. Donc en général, c'est sans danger, si vous voulez, sur la santé directement, mais esthétiquement, bien sûr, si on a une eau trouble, on peut se poser des questions. Et souvent, après les orages, c'est ce qui peut arriver. Il ne faut pas s'en étonner non plus. Mais forcément, c'est un caractère esthétique de l'eau qui a son importance. Et puis après, on va avoir tout ce qui est chimique, et on peut avoir des problèmes de concentration importante en fer, en aluminium, en arsenic, qui touchent davantage les secteurs granitiques, puisque en fait, ces massifs rocheux granitiques contiennent beaucoup d'aluminium, d'arsenic, et donc peuvent poser des problèmes. Mais bon, là, bien entendu, les analyses régulières des eaux permettent de solutionner le problème. Et puis l'autre problématique qui est importante, c'est celle des nitrates et bien sûr de l'agriculture. Alors forcément, la Haute-Loire n'est pas un département où l'agriculture est aussi intensive que dans d'autres secteurs du pays. On a une limite des nitrates à 50 mg par litre, mais sur certains secteurs, on peut avoir des concentrations qui vont aller, on va dire, de 30 à 35 mg par litre, voire des fois plus. Et donc, on s'interroge davantage sur qu'est-ce qui peut se passer pour ces ressources-là qu'il faut bien entendu protéger. Et les périmètres de protection sont définis normalement pour assurer cette qualité de l'eau. Les nitrates, ça peut avoir quoi comme effet sur la santé? Alors exactement, je ne saurais pas vous dire comment ça fonctionne, mais une exposition à long terme, il me semble, peut exposer à des risques de cancer, de choses comme ça. Ce sont bien sûr des facteurs de risque et les gens ils sont plus ou moins sensibles, mais ce sont des choses bien sûr à surveiller et qui méritent bien sûr du recul, il faut avoir des données dessus, mais on n'est pas le département sur lequel la question est la plus sensible, quoi. C'était une question surprise pour Timothée. Merci d'y avoir répondu. Dernière question, Timothée, pour conclure cette émission sur la ressource en eau en Haute-Loire. Comment la disponibilité en eau a évolué en Haute-Loire au cours de ces 50 dernières années? Est-ce que le bilan est positif ou négatif? De manière générale, quand même, il faut... si on compare on va dire à la vie d'avant par rapport à la vie d'aujourd'hui, on consomme quand même beaucoup plus d'eau. Donc forcément, avec les épisodes de sécheresse, on se pose des questions, puisque forcément, comme on consomme davantage d'eau, si on en manque, on a des problèmes pour remplir sa piscine, pour nettoyer sa maison ou sa voiture, ou pour prendre des douches, des bains. Et effectivement, la manière de consommer l'eau a énormément changé. Si on prend le XXe siècle et aujourd'hui, on ne consomme pas l'eau de la même manière. Et le développement des réseaux d'eau s'est fait davantage après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, 70. On s'imagine bien que, on le sait tous, mais ça nous paraît pas toujours évident, qu'à l'époque, on n'avait pas l'eau courante à la maison. Et c'est le cas dans plein d'endroits encore aujourd'hui dans le monde. Et le fait d'avoir accès à l'eau, forcément, a demandé un développement de cette ressource. Donc, c'est ce qui s'est passé au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, effectivement, je pense que l'enjeu essentiel aujourd'hui, bien entendu, c'est de protéger cette ressource. Mais ça serait surtout, bien entendu, d'essayer de l'économiser au maximum. Donc, la disponibilité, si on regarde sur le temps historique, a augmenté d'une manière exponentielle dans les dernières décennies. Et aujourd'hui, bien entendu, on est face aux problématiques qui découlent naturellement de cette explosion de l'usage de la ressource.
Merci beaucoup Timothée d'avoir accepté notre invitation à Altistoria. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être aussi fidèles à Altistoria de semaine en semaine. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Altistoria. On espère qu'on vous a emmené avec plaisir et découverte dans le monde de la ressource en eau altiligérienne. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission Altistoria. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.